Sous les néons pâles de Paris, une lumière s'éteint sans explosion, sans cri, juste un clic net, celui d'un empire soudain débranché. Au même instant, dans le silence granuleux du Sahel, le Niger nationalise son uranium et, avec ce geste sec, renverse une équation que l'Europe croyait stable et redistribue les coûts invisibles de la lumière européenne à crédit. Que signifie ce basculement pour ceux qui, à l'instar d'Ibrahim Traoré, pensent qu'un watt rendu à sa source vaut plus qu'un discours, car l'électricité la plus décisive ne voyage pas seulement par les fils, elle circule d'abord par la souveraineté. Ce qui s'est joué au Niger dépasse la simple ressource. Derrière la décision, il y a une promesse silencieuse, celle d'un continent qui veut réécrire le manuel de sa propre énergie. Car pendant des décennies, l'Afrique a alimenté les circuits du monde sans jamais posséder la prise. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré voit dans cet acte un précédent moral, le moment où la lumière cesse d'être un privilège et devient un droit. Mais chaque inversion de courant transporte aussi un risque, celui de voir la souveraineté confondue avec l'isolement, la fierté se muer en solitude. Le Burkina Faso, à la frontière du Niger, comprend ce dilemme mieux que quiconque. Comment transformer l'indépendance en interconnexion ? C'est là que se joue le véritable enjeu du siècle. Si une nation peut redéfinir la valeur de l'uranium, peut-elle aussi redéfinir la valeur du pouvoir ? Le compte à rebours d'une nouvelle équation africaine vient de commencer. Dans les premières 24 heures suivant le décret nigérien, le marché de l'énergie européen a perdu près de 12% des TIE de sa capitalisation. Ce chiffre, brutal et muet, a suffi. Le réseau mondial venait d'être secoué par un clic venu du Sahel. Les experts ont d'abord parlé de panique, mais ce n'était pas de la crise, c'était un rééquilibrage. Le Niger n'a pas fait exploser les réacteurs, il a reprogrammé la grille du monde. Depuis des décennies, 70% de l'électricité française dépendait d'un uranium extrait sous un ciel étranger. Paris brillait, Arlit et Akokan restaient dans le noir. Ce déséquilibre, longtemps admis comme naturel, vient d'être exposé comme un court-circuit moral. Pour Ibrahim Traoré, la révélation n'est pas énergétique mais philosophique. Chaque kilowatt restitué au sol africain est une ligne de code corrigée dans le système du monde. En quelques heures, les serveurs de trading à Londres, Bruxelles et New York ont réécrit leur modèle de risque. Les graphiques ne parlaient plus de tonnes ou de prix, mais de souveraineté. Ce qui avait commencé comme une note administrative à Niamey devenait un signal de système mondial. L'Afrique n'est plus la batterie silencieuse, elle est le processeur qui décide quand la lumière passe. Pourtant, au-delà de la technologie, ce moment porte une charge humaine, celle de générations qui ont grandi dans l'ombre et découvrent leur propre lueur. Dans les rues de Ouagadougou et Niamey, on ne parle pas de révolte, mais de réinitialisation. Le Sahel ne crie plus, il se synchronise. Et dans ce bruit léger de serveurs qui redémarre, une idée nouvelle circule. Le pouvoir n'est plus dans la prise, il est dans le choix de qui l'appuie. Ibrahim Traoré n'a pas applaudi la décision du Niger depuis un balcon. Il l'a observé comme on lit un signe dans le désert. Calme, précis, chargé de conséquences. Pour lui, l'indépendance ne se mesure pas au cri des foules, mais à la cohérence d'un système qui s'ajuste sans imploser. Quelques jours après la nationalisation, il convoqua à Ouagadougou un conseil restreint, militaire, économiste, ingénieur. Leur mission, traduire le geste du Niger en plan d'action. Car ce que Niamey a démontré, le Burkina Faso devait désormais apprendre à adapter la souveraineté comme architecture, non comme posture. Les premiers effets furent immédiats, les contrats miniers en révision furent suspendus, un audit énergétique national fut lancé, un laboratoire sur les ressources critiques vit le jour à Bobo-Dioulasso. Pour la première fois, le mot uranium quittait les bulletins étrangers pour entrer dans le vocabulaire domestique. La jeunesse y vit une preuve tangible. Le Sahel n'était plus un terrain d'essai, mais un espace de conception. À Paris, cette réorganisation fut perçue comme une menace silencieuse, à Ouagadougou comme une pédagogie du courage. Sous la chaleur sèche de la capitale burkinabé, un journaliste nota « Quand Ibrahim Traoré parle de lumière, il ne désigne pas le soleil, mais la lucidité ». Et c'est peut-être là le plus grand effet domino du geste nigérien, un leadership qui ne cherche plus à briller, mais à éclairer. Avant le décret, tout semblait stable.
Les chiffres de production circulaient, les contrats d'Orano s'étiraient sur 20 ans et les centrales françaises ronronnaient. Mais après minuit, la stabilité devint un souvenir. Les serveurs de Niamey ont transmis 6 lignes de texte. Et ce message a traversé la planète plus vite qu'un avion. Le Niger reprenait le contrôle total de son uranium. En 3 heures, les marchés européens ont vacillé. Le prix du combustible nucléaire a bondi de 18%. Les analystes cherchaient une faille logique, mais il n'y en avait pas. Le système venait d'être reconfiguré. Ibrahim Traoré, depuis Ouagadougou, en suivait les ondes comme on lit une carte sismique. Il savait que ce n'était pas une rupture, c'était un signal. Les premières réactions furent politiques. À Paris, silence. À Bruxelles, prudence. À Washington, inquiétude. Car derrière la nationalisation, il n'y avait ni slogan ni défilé, juste un clic méthodique. Ce calme faisait peur plus que des explosions. Le Sahel venait de prouver qu'il savait agir sans bruit. Le lendemain, des convois militaires burkinabés furent aperçus près de la frontière nord, non pour menacer, mais pour sécuriser. Traoré voulait éviter que la panique économique ne devienne une panique humaine. À Niamey, les ingénieurs gardaient 100 tonnes d'uranium scellé. Chaque conteneur représentait à la fois le passé et l'avenir. Pendant ce temps, la France cherchait à renégocier. Mais comment négocier avec un pays qui ne réclame pas, mais corrige ? Les diplomates parlaient de crise, les Africains parlaient de cycle. L'infrastructure mentale de la domination venait de se fissurer. Le Niger, jadis décrit comme un fournisseur de poussière, venait d'écrire la première ligne d'un nouveau manuel énergétique. Sur les marchés, les algorithmes d'investissement signalèrent anomalie. À Wall Street, un analyste nota « L'Afrique n'est plus une variable, c'est une constante ». Cette phrase devint virale, traduite dans plusieurs langues, et dans les capitales africaines, on la cita comme un serment discret. Pour Ibrahim Traoré, cette onde de choc était l'épreuve d'un concept qu'il défendait depuis longtemps, la souveraineté numérique et énergétique comme 2 branches du même arbre. La lumière du Niger n'était pas une lumière nationale, mais une démonstration panafricaine. Le Burkina Faso suivit cette impulsion avec méthode. Cartographie des ressources, révision des clauses minières, création d'un fonds de transparence. Entre Niamey et Ouagadougou, les frontières cessèrent d'être lignes. Elles devinrent circuits. Ceux qui observaient le Sahel virent un laboratoire géopolitique s'allumer. Ceux qui en faisaient partie virent un foyer. Et quand le soleil tomba sur les dunes d'Arlit, les ingénieurs restèrent sur place. Leur mission, maintenir la lumière même sans permission. Avant la nationalisation, la France importait près de 2900 tonnes d'uranium par an du Niger, une ressource couvrant 70% de son parc nucléaire. 6 semaines après le décret, ces flux sont tombés à zéro. C'est la transition la plus brutale enregistrée dans l'histoire énergétique moderne. Un delta que les analystes européens ont d'abord jugé temporaire, avant de comprendre qu'il était structurel. Le premier indicateur de rupture fut économique. Le prix spot de l'uranium, resté stable autour de 53 $ la livre depuis 2023, a grimpé jusqu'à 41 $ en quelques jours. Cette hausse de 52% a bouleversé les chaînes d'approvisionnement et révélé la dépendance profonde de l'Europe. Les marchés avaient sous-estimé la variable politique africaine. Désormais, chaque tonne bloquée à Arlit valait comme un vote d'indépendance. Le second indicateur fut industriel. Les réacteurs français de Tricastin et Gravelines ont dû réviser leur calendrier de maintenance. Ce glissement de 10 jours, apparemment mineur, a suffi à désorganiser la planification électrique nationale. L'énergie ne manquait pas encore, mais la confiance avait disparu. Dans les bilans de crise, le mot Sahel est apparu 137 fois, un chiffre qui en disait plus qu'un communiqué. Le troisième indicateur fut diplomatique. Avant le décret, 18 accords miniers liaient Niamey à des partenaires étrangers, dont 7 Européens. En 2 mois, ces partenariats ont été renégociés ou suspendus. Mais ce que l'Occident appelait risque, le Niger et ses alliés appelaient rééquilibre. La même donnée, 2 lectures. C'est tout le sens du baseline delta. Dans cette redistribution silencieuse, Ibrahim Traoré a joué un rôle clé. Ses entretiens successifs avec les représentants russes et turcs ont fixé un cap pragmatique, transformer la matière première en levier régional, non en symbole isolé.
Il affirmait que la souveraineté devait se mesurer à la capacité de produire ses propres chiffres, pas seulement à contester ceux des autres. Les économistes du Burkina Faso ont alors lancé un observatoire des flux énergétiques pour documenter cette mutation. Les premiers rapports montraient un effet d'entraînement, hausse de 9% des investissements africains intra-régionaux depuis janvier 2025. Chaque donnée racontait une inversion. Avant, l'Afrique exportait l'énergie et importait la valeur. Désormais, elle exporte le concept et importe la reconnaissance. Les nations qui autrefois comptaient les watts comptent désormais les décisions. Et dans ce nouveau langage, les chiffres sont devenus arguments moraux. Au fond, ce ne sont pas les tonnes d'uranium qui redéfinissent le siècle, mais la proportion retrouvée entre ce qui brille et ce qui compte. Et si l'Europe a perdu des volumes, elle a peut-être gagné une vérité. La lumière du monde n'est jamais durable quand elle ne passe que dans un seul sens. Deux visions s'affrontent désormais dans les salles de crise et les forums du monde. La première, portée par les capitales occidentales, soutient que l'acte du Niger et la rhétorique d'Ibrahim Traoré mettent en péril la stabilité énergétique globale. Selon cette lecture, la nationalisation crée un précédent dangereux. Si chaque nation rompt les dépendances anciennes sans concertation, les marchés s'effondrent, les alliances se dissolvent et les réseaux deviennent ingouvernables. La lumière, disent-ils, a besoin d'interconnexion plus que de souveraineté. La seconde vision, celle du Sahel, renverse le raisonnement. Elle affirme que la stabilité n'a de sens que si elle repose sur l'équité. Les réseaux ne valent rien quand un seul côté détient les interrupteurs. Pour Ibrahim Traoré, la rupture du Niger n'est pas un sabotage, c'est une réinitialisation morale. L'Afrique, dit-il, ne quitte pas le système. Elle le réécrit avec les mêmes lignes de code, mais un autre ordre de priorité. Entre ces deux pôles, les faits imposent une nuance. Depuis le décret, aucune coupure majeure d'électricité n'a touché la France. Les réacteurs fonctionnent, les foyers s'éclairent, et pourtant, les journaux parlent de fin d'une ère. La panique n'a pas été technique, elle a été symbolique. Ce que le Niger a suspendu, ce n'est pas le courant, c'est la hiérarchie invisible qui le transportait. Dans ce contraste, un enseignement s'impose. Le vrai danger pour l'ordre mondial ne vient pas des nations qui réclament leur part, mais de celles qui refusent de partager la leur. Et c'est précisément cette logique que Traoré met à l'épreuve. Une puissance peut-elle demeurer éclairée si la source de sa lumière reste dans l'ombre ? Le courant s'est inversé. Ce n'était pas une rébellion, mais une synchronisation. Quand Ibrahim Traoré prononça ces mots à Ouagadougou, un silence d'assentiment parcourut les capitales du Sahel. Le Niger avait prouvé qu'une nation pouvait modifier la trajectoire d'un continent sans tirer un seul coup de feu. Dans les rues, aucune liesse. Dans les ministères, aucune fanfare. Mais quelque chose vibrait. Un code mental venait d'être mis à jour. Les économistes parlaient peut-être de souveraineté comme d'un protocole distribué où chaque pays africain devenait nœud du réseau. Les jeunes officiers y voyaient une mission générationnelle. Transformer la résistance en ingénierie. La France, elle, demeurait figée entre consternation et respect. Car pour la première fois, l'Empire ne faisait pas face à une insurrection, mais à une équation. Et cette équation portait un nom, autonomie calculée. Dans le miroir de ce bouleversement, le Sahel cessait d'être la marge pour devenir le moteur. La moitié du récit venait d'être atteinte. Et déjà, les cartes du pouvoir mondial commençaient à se redessiner. Les conséquences du redémarrage du Niger ne se sont pas fait attendre. Elles se lisent à 4 niveaux. Dans les dynamiques d'affaires, et les restés sous la surface. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré a accéléré la mise en œuvre d'un conseil panafricain de l'énergie. Son idée, créer une plateforme commune pour l'uranium, le solaire et le lithium, afin que chaque État conserve la propriété première de ses ressources. Le Mali, inspiré, a revisité ses concessions d'or. Le Tchad, ses pipelines. Le Ghana, ses accords pétrochimiques. L'effet d'entraînement s'est répandu comme une onde de chaleur mesurable. Plus de 9% d'investissements intra-régionaux depuis février 2025. À Paris, le groupe Orano a perdu 22% de sa valeur en bourse. Mais dans les hubs africains, de jeunes entreprises d'ingénierie énergétique sont apparues. À Niamey, la start-up Somatech produit des microgrilles solaires locales. À Ouagadougou, Data Sahel cartographie les ressources minières avec des algorithmes open source.
Là où l'Occident voyait une rupture d'approvisionnement, l'Afrique voyait un marché naissant, celui de l'autonomie. Les universités du Sahel ont intégré un nouveau champ, économie de la souveraineté. Les cours décrivent comment convertir le contrôle des matières premières en politique publique durable. Ibrahim Traoré a insisté pour que ces formations incluent les notions de transparence et de discipline, car l'indépendance sans intégrité n'est qu'un éclair de vanité. Les statistiques suivent. 37% des étudiants en ingénierie énergétique sont désormais des femmes. Un changement structurel dans la culture scientifique régionale. La France, amputée de son approvisionnement direct, a cherché à se réorienter vers le Canada et le Kazakhstan. Mais l'équilibre diplomatique s'est déplacé. Les pays africains parlent désormais avec un levier nouveau. Les sommets de l'OTAN et de l'UE mentionnent le syndrome du Niger comme facteur de vulnérabilité systémique. Autrement dit, l'ère où l'Afrique n'était qu'un fournisseur est close. Les conséquences les plus profondes ne sont pourtant ni économiques ni stratégiques. Elles sont mentales. Le continent s'est découvert capable de dire non sans chaos, et ce simple mot a fait trembler l'idée même d'hégémonie. Le Sahel ne brille pas plus fort, il brille autrement. Les prochains mois définiront si le redémarrage du Niger reste un symbole ou devient un système. 3 trajectoires se dessinent déjà, 3 courants possibles dans un circuit fragile. Le Niger maintient le contrôle de l'uranium, mais les tensions diplomatiques s'intensifient. La France, sous pression politique, diversifie son approvisionnement, tandis que l'Union africaine tente d'encadrer les échanges. L'Afrique conserve son initiative morale, mais le risque d'essoufflement économique demeure. Ibrahim Traoré plaide alors pour des coopérations sud-sud, afin d'éviter que la fierté ne devienne solitude. Les nations du Sahel créent un consortium énergétique panafricain. Les corridors solaires et miniers interconnectent Niamey, Bamako et Ouagadougou. Les flux régionaux remplacent les flux coloniaux. Les jeunes ingénieurs africains deviennent exportateurs de technologies, non de matières brutes. Les investissements asiatiques suivent, mais sous conditions transparentes fixées par les États africains eux-mêmes. Dans ce cas, le Sahel deviendrait un centre d'énergie équilibré, un réseau propre, stable et codé sur ses propres règles. Les rivalités internes, la corruption et la pression étrangère brisent la dynamique. Les élites s'approprient les bénéfices, les infrastructures stagnent et le rêve d'autonomie se dilue dans la bureaucratie. Le Monde classe alors l'épisode du Niger parmi les crises passagères et la leçon se perd. Ces scénarios ne sont pas des prophéties, mais des tests de discipline. Ibrahim Traoré le répète. La lumière conquise doit maintenant être administrée. L'avenir du Sahel dépendra moins de ses réserves que de son logiciel politique. Et si le pouvoir brûle quand il est mal géré, il éclaire quand il est partagé. Pour beaucoup d'Africains ordinaires, le mot souveraineté restait lointain, une idée de sommet, un discours d'élite. Mais depuis la décision du Niger, il s'est glissé dans les conversations de rue, dans les salles de classe, dans les marchés où l'on compte encore à la main. La lumière n'est plus un luxe d'État, c'est une promesse intime. À Ouagadougou, des enseignants expliquent à leurs élèves que chaque ampoule allumée par une ressource nationale est une victoire civique. À Niamey, des femmes d'ingénieurs parlent de l'indépendance utile, celle qui répare, pas celle qui crie. Dans les cafés du Sahel, les musiciens chantent désormais les noms des mines et non ceux des présidents. C'est une culture qui se reformate, non plus du ressentiment, mais de la responsabilité. Ibrahim Traoré, dans une allocution radiophonique, a résumé cette mutation en une phrase « Ce n'est pas le métal que nous avons repris, c'est la mémoire de notre droit ». Ces mots ont circulé plus vite qu'un décret. Ils ont transformé le sentiment d'impuissance en réflexe d'organisation. Des associations locales cartographient les besoins énergétiques. Des étudiants conçoivent des micro-batteries à bas coût. Des communautés rurales testent des modèles de partage de courant. La souveraineté cesse d'être une bannière. Elle devient une méthode. Et pour ceux qui regardent de loin, ce changement n'est pas exotique. Il rappelle simplement que toute nation, pour rester debout, doit réapprendre à nommer sa propre lumière. Le redémarrage du Niger a ouvert une fenêtre, celle d'une Afrique qui agit, pas qui réagit. Mais pour que cette bascule devienne durable, il faut une feuille de route, un protocole clair où la volonté se traduit en méthode. Chaque État doit établir un audit complet de ses ressources énergétiques. Sans chiffres fiables, la souveraineté reste un slogan.
Ibrahim Traoré insiste, nous devons posséder nos données avant nos minerais. Créer des laboratoires régionaux partagés entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Ces centres serviraient à former des ingénieurs capables de gérer à la fois l'uranium, le solaire et le lithium. Un code commun, un savoir commun. Publier chaque clause d'exploitation minière. Les bénéfices doivent être visibles, traçables, compréhensibles par les citoyens. La lumière ne vaut rien si elle éclaire seulement les bureaux du pouvoir. Créer un fonds panafricain de stabilité énergétique pour amortir les chocs du marché. Ce fonds serait alimenté par une taxe de 2% sur chaque transaction énergétique régionale. Développer un corridor Sahel Énergie, un réseau d'infrastructures électriques intégrant la production, la distribution et la donnée. Le Burkina Faso et le Niger ont déjà esquissé le plan. La souveraineté, ici, cesse d'être une idéologie, elle devient une architecture mesurable. Et c'est peut-être la plus grande victoire d'Ibrahim Traoré. Prouver que la dignité peut se planifier. Sous le même ciel de poussière et de promesses, les ingénieurs du Niger et du Burkina Faso travaillent encore tard entre les câbles et les dunes. Leur lumière n'a rien de spectaculaire. Elle vibre, humaine, patiente. Là où les empires ont bâti des centrales, eux bâtissent des consciences. Ce soir-là, à Ouagadougou, Ibrahim Traoré visita un de ces laboratoires. Il ne fit pas de discours. Il observa les jeunes femmes souder les circuits, les écrans bleus reflétant leurs visages déterminés. Puis il murmura simplement « Nous ne cherchons plus la permission de briller ». Cette phrase, reprise par les radios locales, est devenue un refrain. Elle relie les villes et les villages, les techniciens et les poètes, ceux qui extraient et ceux qui rêvent. Dans chaque atelier, on raconte qu'un fil de cuivre suffit pour rappeler qu'une lumière partagée vaut plus qu'un trône. L'électricité n'est plus seulement un flux, c'est une mémoire. Et cette mémoire, enfin, retourne à sa source. Parce que le pouvoir véritable n'est pas de dominer la nuit, mais de la comprendre. L'histoire du Niger n'est pas un épisode isolé. C'est un miroir tendu à chacun de nous où se reflète une question simple. Qu'allumons-nous vraiment lorsque nous parlons de progrès ? Sous la poussière du Sahel, une génération a répondu sans bruit, par l'acte. Aujourd'hui, le courant de cette conscience circule au-delà des frontières. Chaque ampoule, chaque panneau solaire, chaque donnée partagée devient un fragment d'autonomie. Ibrahim Traoré l'a dit, nous ne possédons pas la lumière, nous la transmettons. Alors, si vous croyez que la justice se mesure à la clarté qu'elle diffuse, pas au nombre de ses projecteurs, parlez-en, discutez-en, partagez cette histoire. Car la souveraineté n'est pas un mur, c'est une conversation. Et peut-être qu'un jour les circuits du monde s'ajusteront vraiment à cette évidence, la lumière la plus forte est celle qui éclaire ensemble.